Nous avons lutté contre les Barbouzes, qui étaient nos ennemis. Mais eux aussi, s'ils nous avaient attrapés, nous auraient fait pareil que nous, on a voulu leur faire. Alors là, Biternin et compagnie, ils avaient leur PC. C'est la rue Séverine. On s'est occupé de Goulet et de Biternin. On est seulement, je le guette, là, tous les soirs, il rentre la voiture en marche arrière. Et cette fois-ci qu'on devait faire le coup sur lui, il a rentré en marche avant. Et il est sorti en marche arrière. Mais moi, s'il avait été de face, il ne serait pas là en ce moment. Voilà, alors il est sorti en marche arrière, mais comme il y avait un commando, on était trois de chaque côté, moi dans la rue, juste en face d'eux, et mon copain, dans une maison en construction, notre commando, il a pris en filature aussi. Alors, je ne pouvais pas avancer parce que lui, il tirait dessus. Mais s'il avait été de face comme ça, j'aurais pas besoin de votre culture devant. Hein. Mais je n'ai pas une grenade quand même. On a une MK2, la Goulet a été bien blessée. Lui, légèrement, mais il boite maintenant, hein. Mais enfin, il doit la vie à cette Mercedes qui sortait en marche arrière. André Goulet sera très grièvement blessé, moi très superficiellement, mais enfin, c'est le déclenchement. L'OS a identifié un emplacement où nous étions et à la radio. Combien de Delta ont tiré sur vous? Ils étaient quatre pistolets mitrailleurs. On dit beaucoup que les Barbouzes Biternin ont servi de leurre pour épuiser les commandos Delta. Oui, moi c'est ce que je pense aussi. L'OS avait été très inquiet et vraiment c'est devenu un combat prioritaire. Et dans ces périodes-là, on a vu l'OS dans les villas successives, on l'a vu tirer sur des Européens qui étaient là, on l'a vu les poursuivre dans l'hôpital Maillot, et ils ont été très inquiets. C'est devenu un combat prioritaire, sûrement. En métropole, l'OAS s'attaque à tous ceux qu'elle estime être ses ennemis sur le plan idéologique. Journaux comme France Soir ou France Observateur, le futur Nouvel Obs, intellectuels et politiques. Elle ne cherche pas à tuer, à la différence de son homologue d'Algérie. Vous êtes l'inventeur des nuits bleues. Vous avez fait des émules depuis. Oui, oui, c'est vrai, mais pas dans le bon sens aussi. Mais la terme nuit bleue, mais les nuits bleues sont les nuits avec des feux d'artifice. Alors donc j'ai adopté ce terme. J'ai même fait péter un commissariat de police. Enfin, c'est ce qui a déclenché vraiment la chasse à l'homme après. C'était des attentats pour faire peur ou pour tuer ou pour blesser? Non, c'était pour faire peur. Et pour indiquer que l'OAS était présente en métropole et qu'il ne pourrait pas faire n'importe quoi sans que nous soyons là et sans que nous veillions au loin. Notre objectif suivant, ça doit être la Tour Eiffel. Et puis dans le moment de Brigitte Bardot, on savait à peu près à quelle heure elle sortait, etc. Et enfin, on avait décidé de l'enlever en voiture, de mettre un bandeau sur les yeux, quelque chose pour qu'elle ne crie pas non plus, et on l'avait emmenée à la Jeuneraie, dans la villa de mon ami, mais dont je ne peux pas citer. J'ai ouvert la porte de OAS. T'as 5 minutes pour réfléchir, donne-moi 15 millions ou je te brûle. Je fais, oh ouais, t'énerves pas, non? Qu'est-ce qui t'arrive? Donne-moi 15 briques ou je te brûle. Je lui dis, je te donne cet argent, tu pourrais m'en donner un peu? J'ai plus un sou. Il n'a pas voulu agiter un salaud. Là, il m'a donné 100 sacs. Puis il m'a dit, tu vois toi, t'es chouette, Fernand. J'aurais visé la tête. L'OAS n'a jamais été taxé des petits commerçants ou des gens qui se battaient pour vivre ou faire vivre leur famille. Non, c'était les gros industriels, les grandes surfaces, il y en avait déjà à l'époque à Rouen, quoi, enfin les grands magasins. Pas les commerces de centre-ville. Pas les petits commerçants, non, pas les petits. Les petits, non. C'était grand, oui. C'était les négociants, les négociants, les payés. Pardon? Oui, tout le monde. Oui. C'est-à-dire combien de personnes On demandait très peu, on demandait 2000 anciens francs par mois. Mais les corps de métier étaient taxés, oui. Les médecins, les avocats, eux, oui, ils étaient obligés de cotiser. Il y a d'abord les lettres de mise en condition des gens, on va venir vous voir, faites un bon accueil à la personne qui va vous demander de cotiser. En ce qui vous concerne, nous avons jugé que votre participation au combat sera de X nouveaux francs par mois. Et l'encaisseur, le racketteur,
remet en échange ceci, n'est-ce pas, chèque de 1000 nouveaux francs, somme versée à titre de contribution volontaire, et comment, à l'œuvre de rénovation nationale entreprise par l'organisation armée secrète. L'OS multiplie ainsi les actions. Raquettes, hold-up avec souvent des complicités dans la place, et les mots d'ordre, embouteillage, grève générale pour prouver à la métropole son crédit auprès des Français d'Algérie. À Alger, ces manifestations ne réussissent pas à entraîner la population qui cherche à rester en dehors du conflit. À Oran, en revanche, l'OS est comme un poisson dans l'eau. La ville est sous son contrôle. On faisait de la puissance qu'on voulait. Un jour, on décide que le couvre-feu n'existe pas, parce qu'il y avait un couvre-feu qui était à 7h30, 8h. On disait, bon ben aujourd'hui, pas de couvre-feu jusqu'à 11h. Et pas de couvre-feu. Les gens on sortait des tracts, on disait, vous êtes avec nous ou contre nous? C'est-à-dire, on était pour l'Algérie française, ou on était contre. Mais on ne pouvait pas dire, ah oui, mais peut-être que... On n'avait pas de questions à se poser. On contrôlait tout. Tout. Les PTT, on allait là-bas, ben, les PTT avaient, si un jour on ne voulait pas que le tri des PTT se fasse, le tri des PTT ne se faisait pas. Il n'y avait plus, l'armée, elle passait que de temps en temps, elle faisait des contrôles, mais très vite, elle avait une peur bleue. C'est ça, le contrôle de droit. Dans les rues d'Alger ensoleillées, les femmes restent frivoles, élégantes. Les militaires sont en tenue d'apparat. On veut oublier les attentats et la guerre pourtant toute proche. 1961, nous avons une grosse difficulté à empêcher les Pays Noirs de partir en vacances. Il a fallu avoir recours à des méthodes très brutales pour les en empêcher. Je me rappelle du capitaine Le Pivin faisant tuer un bijoutier de Maison Carrée pour faire comprendre aux gens de sa section que cette année-là, on ne partait pas en vacances. Il était rencontré. Quelques-uns, oui, parce qu'après, ils sont moins partis en vacances. Moi, quand je jouais au CDJ, au club des joyeusetés, le gardien de but était un arabe. Et comme vient ces recoupements dont on vous parle, j'apprends que cet arabe est du FLN. Bien sûr qu'il n'y avait plus de match de football. Et donc, je suis obligé de décréter sa mort, et il meurt. Oui, ça m'a fait beaucoup mal, parce qu'on avait passé quand même des années ensemble. Moi j'étais défense centrale et lui était gardien de but, ça m'a fait du mal. Mais on faisait ça pour cette Algérie française, maudite. La nouvelle d'un attentat manqué contre le chef de l'État français allait se répandre à travers le monde. Le ministre de l'Intérieur imputait ce complot à l'OAS, se basant sur les aveux d'un des exécutants, Martial de Villemandie, arrêté près du lieu où la machine infernale avait été disposée. C'est sur la nationale 19, dans un tas de sable, que l'engin avait été enfoui, relié par un fil enterré, à une magnéto disposée dans un bocteau à 400 mètres de la route. C'est le bosquet où De Villemandie a fait la mise à feu. C'est le bosquet qui est là. De Villemandie rejoignait son bosquet et Cabane de Leprade se trouvait là. Et il a signalé par appel de phare, un seul appel de phare, la voiture du président était la première dans le convoi. C'est cet arbre-là qui était juste en face, qui a permis à déterminer, quand les feux arrivaient à un certain niveau sur l'arbre, il savait qu'il fallait qu'il appuie. Si l'artificier qui a préparé la bombe, c'est-à-dire une bouteille de butane vide dont on avait découpé le fond et qu'on avait bourré de plein de plastique, s'il avait su qu'il aurait fallu amalgamer ce plastique ensemble, comme si ça avait été des pains de mastic par exemple, et qu'il ait mis un détonateur un peu plus puissant, ces 40 kilos d'explosifs auraient creusé un énorme entonnoir, il y en a eu un d'ailleurs, mais beaucoup moins puissant qu'il ne pensait, que le bouchon de la bouteille qui était tourné vers l'avant, probablement traversé la voiture, enfin c'était un attentat extrêmement dangereux. À côté de la bombe, on a mis un bidon de 20 litres de napalm, qui avait été du napalm local qui avait été fabriqué, de façon à pouvoir faire un rideau de flamme au moment de l'explosion. C'est ce qui s'est passé. Au volant de la voiture, il y avait le gendarme Marou, qui avait des nerfs d'acier, et qui était également au volant de la voiture le jour du Petit Clamart, tout à fait par hasard. On peut dire que là, le général au Petit Clamart lui a dû la vie, et à Pont-sur-Seine, eh bien, il ne s'est pas arrêté, il a continué à rouler jusqu'au premier village, donc tout s'est très